Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Je vous présente Africa Trek, 14 000 km dans les pas de l'homme, de Alexandre et Sonia Poussin. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un couple de Français qui, au début du XXIe siècle, 2001, 2002, 2003, a effectué un périple assez extraordinaire, à pied, sans tricher, depuis le Cap en Afrique du Sud jusqu'à l'État d'Israël, en remontant le long du Grand Rift africain, Afrique du Sud, Zimbabwe, Malawi, Tanzanie, Kenya, Éthiopie, Soudan, Égypte. Alors c'est un témoignage intéressant parce qu'il nous décrit l'Afrique telle qu'on la voit quand on la traverse à pied, donc l'Afrique que les tours opérateurs ne montrent pas, l'Afrique des Africains. C'est un témoignage d'autant plus intéressant qu'on va le voir, il est très politiquement incorrect, et cette incorrection politique est d'autant plus crédible qu'elle est le fait de gens qui ont au départ une sensibilité plutôt politiquement correcte. Le périple commence par un pèlerinage au lieu de détention de Mandela en Afrique du Sud et se termine en Israël par un pèlerinage à Vat Yachem. Donc on ne peut pas faire plus politiquement correct, quant à la sensibilité en tout cas des témoins. Quant au contenu du témoignage, on va le voir, c'est une toute autre histoire. Alors la méthode de Sonia et Alexandre Poussin, c'est de partir le long de leur trajet. Ils partent tous les matins sans être sûrs de qui va les héberger le soir. Et puis ils essayent, qu'on dirait en France, de taper l'incruste. En Afrique, on dit demander l'hospitalité, ici ou là, et ça leur permet de rencontrer plein de gens. Et ça marche parce que dans l'ensemble, comme en Afrique, dans beaucoup d'endroits, si vous voulez, la notion de service public est évanescente, il y a des réflexes de solidarité qui existent, qui sont incubés par les collectivités au niveau local, au niveau des individus, au niveau des familles, et qui compensent l'absence, en fait, du système de solidarité étatique que nous avons, nous, en France. Donc c'est pour ça que c'est possible, en Afrique, en fait, d'aller de village en village en général en demandant l'hospitalité, et le couple Poussin va en bénéficier tout le long de son trajet, exception faite semble-t-il de l'Éthiopie qui est un cas particulier, mais sinon partout ils bénéficieront de l'hospitalité, alors évidemment dans les conditions de chacun des peuples qu'ils vont visiter, c'est-à-dire que l'hospitalité sud-africaine, ça sera, je cite le couple Poussin, dans une Europe plus opulente, car l'Afrique du Sud des Blancs leur apparaît à l'époque en 2001, 2002, 2003 en fait comme une sorte d'Europe plus opulente, en tout cas tant qu'ils restent dans la province du Cap. Et puis quand ils seront en Tanzanie ou au Kenya, évidemment, ça sera un petit peu différent. Mais toujours l'hospitalité et toujours la rencontre avec des gens au fil de la marche. Alors, dans ces conditions, le trajet de Sonia et Alexandre Poussin est une formidable déconstruction de tous les mythes construits sur l'Afrique par les tours opérateurs et que viennent repropager en Europe des gens qui croient qu'ils connaissent l'Afrique, qu'ils comprennent l'Afrique, parce qu'ils y sont allés passer 15 jours dans le cadre d'un circuit organisé. À intervalles réguliers dans le récit, Sonia et Alexandre Poussin vont débunker, comme on dit aujourd'hui, ces mythes, simplement en discutant avec les Africains que eux rencontrent compte tenu de leur façon de voyager. Afrique du Sud. Le couple Poussin se met en quête des fameuses maisons des Ndébélé, une ethnie qui est réputée pour sa façon particulière de peindre ses maisons. Alors, grande surprise, en territoire Ndébélé, il n'y a pas tellement de maisons peintes comme ça. Alors, explication, discussion avec une Ndébélé. De quand date cette tradition de peindre les maisons de cette façon si particulière?
Tout a commencé en 1923. Un fermier et architecte dénommé Meyring avait remarqué les talents artistiques d'une de ses ouvrières agricoles, Esther Mzouzi, ou Mzouzi, je sais pas comment il faut dire, pour décorer sa maison de motifs ocre, comme cela se fait chez tous les peuples bantous. Il lui donna des restes de peinture acrylique en lui demandant de peindre sa maison, car il voulait attirer des touristes pour la louer. La bonne Esther ne se fit pas prier et décora toute la ferme. Elle eut 13 enfants qui fit comme leur mère, et c'est bientôt toute la fratrie qui adopta ses motifs et son style. Donc en fait, en réalité, c'est juste une famille qui s'est mise à faire ça. Cette tradition serait restée familiale si en 1965, aux dures heures de l'apartheid, le parti de libération Kwan Debele ne l'avait pas déniché et utilisé parmi la batterie d'arguments identitaires pour justifier le statut de peuple indigène officiel, au même titre que les Xhosas ou les Zoulous. À la clé, il y avait un enjeu d'importance, l'obtention d'un Bantoustan et de tous les droits d'autonomie qui en découlaient. Donc en réalité, la soi-disant tradition des maisons de Débélé n'est pas une tradition africaine. C'est une construction artificielle du XXe siècle qui se comprend dans le cadre des rapports de force politiques interethniques au sein de l'Afrique du Sud. Mais les Ndébélé ont conservé l'illusion, ont soigneusement préservé la fiction de cette tradition, alors non plus pour bénéficier des avantages liés à la reconnaissance identitaire dans le système d'apartheid qui n'existe plus, mais tout simplement pour vendre des trucs aux touristes. Et vous avez des types qu'on emmène en Afrique du Sud visiter les maisons de Débélé en leur disant « Regardez, vous allez apprécier les beautés de la tradition africaine ». Tant qu'on marche pas pour rencontrer concrètement des Ndébélés qui vont vous expliquer de quoi il s'agit, on peut y croire. Alors, ce que montre très bien le récit du couple Poussin, en fait, c'est qu'une des raisons pour lesquelles ils sont parvenus à conduire leur périple sans avoir d'ennuis majeurs, c'est qu'eux aussi, ils ont été assez malins pour éviter les zones vraiment dangereuses. Lorsqu'ils sont obligés de traverser une banlieue un peu chaude du Cap, ils s'arrangent pour le faire un dimanche matin, alors que les délinquants sont en train de cuver leur vin du samedi soir. D'une manière générale, ils ont essayé de contourner les grandes agglomérations parce que c'est là que les déshérités s'entassent et c'est là, en fait, que l'Afrique est vraiment dangereuse. Johannesburg, ils vont y aller, mais ils vont pas y aller dans le cadre de leur marche en passant n'importe où. Ils vont faire un à côté et ils vont aller un petit peu au contact des zones où les ghettos se sont installés, où les populations déshéritées sont installées, mais ils vont pas y aller sans précaution, ils vont y aller accompagnés, ils vont y aller pour aller rencontrer des gens qui pourront se porter garant pour eux. Je pense que tout simplement ce qui se passe, c'est que Sonia et Alexandre Poussin ont bien su doser leurs risques. Alors, ce qu'il y a de bien avec Africa Trek, c'est que ce bouquin fonctionne comme une cure massive anti-politiquement correcte. En fait, ce qu'on voit très bien à travers le récit du couple Poussin, c'est que lorsque vous êtes sur le terrain, lorsque vous êtes près des réalités, et que vous touchez les réalités, toutes les grilles idéologiques, englobantes, simplificatrices explosent au contact du réel. Vous savez, on nous vend une Afrique, on nous vend un monde où il y aurait un racisme qui serait le fait exclusif des Blancs et qui serait dirigé principalement contre les Noirs et les Arabes. Ce monde n'existe pas. Non qu'il n'y ait pas de racisme des Blancs à l'égard des Noirs et des Arabes, évidemment il y en a aussi, mais parce qu'il y a des racismes dans tous les sens, parce que ces racismes prennent leur origine dans des combinaisons de facteurs. La plupart des phénomènes complexes sont pluricausales, et le racisme est un phénomène complexe en général, et parce que très souvent, en arrière-plan, on va trouver des situations de déséquilibre démographique et migratoire, ou d'incompatibilité entre des traditions culturelles qui vont servir de point de départ au développement de formes de ressentiment ou de haine raciale, voire dans certains cas à des esquisses de construction idéologique raciste à proprement parler. Et on va voir ça
dans tous les sens, tout le long de ce trajet qui remonte de l'Afrique du Sud à l'Égypte. Discussion avec une personne originaire du Soudan du Sud au début du XXIe siècle. Je cite, « J'ai été éduqué par les Britanniques quand notre pays était en paix. Toute ma famille a été exterminée. Nous étions riches avant, puis j'ai été prisonnier. Ils m'ont libéré à condition que je vienne ici et que j'accepte ce poste. Alors je me tais, mais je n'oublie pas. » Fermez les guillemets. Il nous parle de ce Soudan que nous ne verrons pas, de cette face cachée, oubliée du monde, génocidée en silence depuis la décolonisation, qui a laissé cet immense pays fait de peuples hétéroclites à la merci d'une politique d'arabisation et d'islamisation sans merci, pratiquée par les régimes successifs de Khartoum. Donc là, c'est un néocolonialisme interne à l'Afrique, interne même au Soudan. À l'époque, le Sud noir est victime d'une politique d'arabisation, d'islamisation de force pratiquée par Khartoum, par les populations arabes, ou disons l'État des populations arabes. Le Sud soudanais reprend. Le gouvernement de Khartoum, nous exterminerons ou nous convertirons jusqu'au dernier, et vos gouvernements sont complices, surtout vous les Français. Vous savez à qui appartient la plus grande concession pétrolière du Sud-Soudan, aujourd'hui encore inexploitée, à Total. C'est pour ça que vous ne dites rien, vous vous tenez à carreau. Alexandre Poussin bénéficie de la chaleureuse hospitalité soudanaise. Pendant qu'il discute avec ses hôtes, il remarque de jeunes noirs lourdement scarifiés qui s'affairent en silence autour d'eux pour servir des plats venus du harem. Il s'étonne de la présence de ces femmes. On lui répond. Ce ne sont que des noirs, et il manque de s'étouffer quand on lui explique qu'elles sont au service de la famille depuis plusieurs générations, sans jamais avoir été rétribuées. Quand il fait mine de s'indigner, ses hôtes sourient. De toute façon, elles ne connaissent pas le Sud, elles sont nées ici, et puis elles ne sont pas attachées, elles sont libres de fuir. Elles restent parce que ici au moins elles ont le gîte et le couvert. Donc voilà comment les Arabes soudanais voient les Noirs du Sud-Soudan. En arrière-plan de toutes les tensions interethniques ou interraciales ou interconfessionnelles qu'on peut observer en Afrique, en fait, de toute évidence, ce qu'il y a, c'est la question démographique, la question des différentiels de taux de natalité. À cet égard, écoutons M. Mostafa, un Soudanais qui désapprouve la politique de son gouvernement qui cherche à l'époque, au début du XXIe siècle, à garder le Soudan du Sud dans le pays. De vous à moi, nous n'avons rien à voir avec ces gens-là, c'est-à-dire les Noirs du Sud. Ils ont leur culture, ce sont des Africains et nous sommes des Arabes. Ils font semblant de se convertir, mais on ne sait jamais ce qu'ils pensent vraiment. Tenez, mon ouvrier agricole avoue s'être converti à l'islam pour que je l'embauche, mais je sais bien qu'il s'en fout. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Ils changent tout le temps de nom, on ne sait rien d'eux, ils vivent différemment, ils se méfient de nous. C'est normal, on les a toujours dominés. Et puis, ils vont nous submerger démographiquement. Ici, nous nous marions tard, entre 30 et 35 ans, et nous n'avons que 2 ou 3 enfants, car nous savons que la terre est pauvre et l'espace limité. Dans le Sud, ils se marient entre 12 et 20 ans, ils ont entre 5 et 10 femmes qui font chacune au moins 10 enfants. Le calcul est vite fait, ils vont nous remplacer plus vite qu'on ne pourra les convertir. Mostafa, le Soudanais qui vous parle du grand remplacement local au Soudan. Pas de bon sens d'ailleurs, monsieur Mostafa. On va peut-être l'engager pour venir chez nous donner des cours de bon sens à nos bobos abrutis. Apparemment, quand c'est un arabe qui dit quelque chose, ils ont tendance à le croire mieux. Alors, peut-être on va faire appel à Mostafa pour leur expliquer la vie. En tout cas, voilà, je veux dire, la réalité de l'Afrique, c'est ça. Et les relations entre les Nord-Africains, les Africains, disons, au nord du Sahara, y compris les Soudanais, et l'Afrique subsaharienne ressemblent tout à fait aux relations qui sont en train de se nouer d'une façon générale entre le Sud au nord et le nord autour de la Méditerranée. Un différentiel de taux de natalité induisant une pression démographique et migratoire.
Et c'est ça qui provoque les tensions en réalité. Et c'est ça qui surdétermine les comportements des acteurs, comme l'explique Mostafa du Soudan. Province du Cap, Afrique du Sud. Nous sommes alpagués par Richard Erasmus, un chauffeur de taxi qui nous exhorte de ne pas marcher dans ces quartiers malfamés et nous supplie de venir déjeuner chez lui. Il s'agit d'une personne de couleur noire qui s'avérera être un métis. Autour d'un poisson frit, dans un petit pavillon soigné perdu dans le désordre environnant, ce quinquagénaire rondelet attaque tout de go. Je déteste les Noirs. Ils ont toujours causé des problèmes dans la région du Cap, alors que nous, les Coloreds, ou Coloreds, je ne sais pas comment il faut dire, avons toujours été avec les Blancs comme les deux doigts de la main pour travailler ensemble. Nous apprenons l'existence d'une très importante communauté dans la péninsule du Cap, métisse de pionniers néerlandais ou français et de Hottentotes, de Khoisan, d'Indiens ou de prisonniers politiques venus de Malaisie. Ils parlent afrikaans et possèdent leurs propres us et coutumes. Richard relance, on a toujours été pris en sandwich entre les deux communautés. Avant c'était les Noirs en bas et les Blancs en haut, aujourd'hui c'est l'inverse. Mais pour nous rien n'a changé, nous sommes toujours au milieu. En Éthiopie, les Poussins sont confrontés pour la première fois de façon vraiment significative à une forme de, on va dire, de racisme anti-blanc, même si, vous allez le voir, on ne sait pas très bien si c'est un racisme idéologisé à proprement parler. Ils sont constamment suivis par des enfants, très nombreux, qui semblent à la fois chercher à les intimider et en même temps à obtenir un peu d'argent. Quand nous nous arrêtons, ils s'arrêtent, quand je me retourne, ils font mine de fuir, puis reviennent de plus belle. Nous nous résignons, il faut faire avec, il faut marcher avec. Après tout, nous sommes chez eux. On est moins convaincu quand retentissent les Faranges, c'est-à-dire français, I kill you. Charmant bambin. À notre inertie répond la surenchère. Quand la bête est morte, on lui plante un bâton là où ça fait mal pour voir si elle bouge toujours. C'est ainsi que nous recevons nos premières pierres. Oh, pas des pavés, pas même des galets, disons des graviers, mais sur la tête, sur le coude, ou dans le creux du genou, ça ne laisse pas de marbre. Nous arrivons à Zaba, une localité en Éthiopie, sur les dents. La même émeute que ce matin se constitue. Je commence à avoir peur pour Sonia. Un homme respectable semble s'indigner. Nous allons droit vers lui, je lui demande de l'aide, il nous prend par la main et nous guide chez lui. Il est l'infirmier du village et s'appelle Serget. Bien mal lui a pris de nous porter secours, sa maison est cernée de toutes parts, il est contraint de nous barricader à l'intérieur. Les gamins semblent crier. On va quand même pas laisser les Faranges s'échapper comme ça, ils sont à nous. Ici, on tente de défoncer la porte, là, une fenêtre vole en éclats sous une pierre. Sonia, terrorisée, fond en larmes. Dehors, les gamins s'égosillent, Farange. Des adultes viennent à la rescousse pour les chasser à grands coups de latte, mais ils reviennent par intermittence nous observer dans les interstices des planches disjointes. La femme de Serget, émaillou, est consternée. Elle siffle entre ses dents en secouant la tête. Elle n'en croit pas ses yeux. Nous sommes désolés de cette intrusion et de son carreau cassé. Je suis vraiment consterné, dit-elle, les enfants n'ont aucun respect. Alors l'analyse d'Alexandre Poussin est la suivante. J'évoque à Sonia pour la consoler un livre que j'avais étudié à Sciences Po, La psychologie des foules de Gustave Le Bon, qui explique les phénomènes d'entraînement qui font d'une foule bien plus que la somme des individus qui la composent. Cela dit, un peu plus loin, lors d'un autre incident, on va s'apercevoir qu'il y a une forme de racisme anti-blanc qui probablement vient en quelque sorte renforcer les réflexes xénophobes spontanés qui se manifesteraient à l'égard de tout étranger. Ils viennent de traverser une petite ville à proximité d'un marché quand un cri retentit « Farange », repris en écho par la foule. Visiblement pour les Éthiopiens, Farange, français, ça veut dire blanc en fait. Toutes les têtes se redressent et se tournent vers nous.
De partout jaillissent des enfants, des ados, des adultes, nous vidons le marché. C'est 300 personnes qui s'accrochent à nos basques, et le malheureux scénario tant redouté se répète. Des gamins s'agrippent à nos sacs, nous bousculent, s'amusent à nous déséquilibrer. Quand nous nous retournons, nous prenons peur. La route sur une profondeur de plus de 100 mètres est noire de cette foule qui nous suit, sans cesse plus menaçante, sans cesse plus bruyante. Certains veulent nous arrêter, d'autres nous chasser. Les bâtons se lèvent. Nous nous mettons à courir, ils se mettent à courir. Les coups de bâton pleuvent sur nos sacs, le choc sourd est terrifiant. Soudain devant nous apparaît une vieille dame sur le pas de porte d'un tout-cool massif. C'est une construction locale. Elle a tout vu. À notre approche, alors que pleuvent les premières pierres, elle nous intime d'accélérer avec sa petite main. Vite, vite, rentrez vous mettre à l'abri. Nous nous engouffrons comme une tornade. Elle referme la porte, puis d'un même geste un lourd battant. Nous suffoquons hors d'haleine, pétrifiés, incrédules. Les pierres ricochent sur la porte. La vieille femme crie et invective les assaillants à travers les murs. La foule lui répond et vocifère. Pharange, pharange, white face. White face. N'est-ce pas? Donc c'est très clairement, c'est une forme, alors, de racisme probablement non idéologisé, non accompagné d'un appareillage complexe de justification de la supériorité, ou de l'animalisation ou de l'infériorisation de l'autre, mais c'est une forme de racisme. Ça va quand même relativement loin. Soudain, un pieu crève le torchis du mur à la hauteur de ma tête en me projetant de la terre dans les yeux. À 40 centimètres près, j'étais empalé. Un autre pieu essaye de démonter le tout cool en faisant levier. Les deux fils de la vieille dame poussent des cris de fureur et ressortent par derrière avec de longs fouets que leur a tendus leur mère. Entre-temps, un gamin grimpé sur le toit arrache un pan de chaume et apparaît sur le ciel crépusculaire. Il tient à la main une pierre que j'évite d'un bond vers un angle mort. Ils veulent notre peau, on va se faire lyncher. La vieille jette un bol d'eau usée à la figure de l'assaillant, il décroche en riant comme un diablotin. C'est très curieux, on dirait que on est dans un pays, si vous voulez, où les enfants ont échappé au contrôle des adultes, et où ils manifestent une forme de xénophobie teintée de racisme anti-blanc dans le cas des Blancs, qui exprime une espèce de méchanceté collective fondamentale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça donne pas envie de visiter l'Éthiopie. Quelques jours plus tard, discussion avec un chauffeur routier. Il est d'Addis. Vous savez, nous aussi nous recevons des pierres, c'est le sport national. Simplement parce que nous venons d'ailleurs, que nous sommes d'Addis. Nous sommes des Amaras en pays Oromo. Apparemment, en Éthiopie, on ne sait pas très bien s'il faut parler de racisme, de multiracisme, il faudrait plutôt parler de multixénophobie. Mais en tout cas, une chose est certaine, ces quelques exemples, qui ne sont que quelques exemples, l'ouvrage en contient beaucoup d'autres, montrent bien que quand vous êtes au contact de la réalité africaine et que vous vous retrouvez coincé dans les multiples conflits interethniques, dans le multiracisme généralisé, les explications idéologiques, simplistes de l'antiracisme occidental, les blancs, les noirs, bla bla bla, on évacue. Ça n'existe pas, ça n'est en aucun cas une grille de lecture qui permet de comprendre la réalité. L'Afrique, au moment où les Poussins la visitent, est en train en grande partie de se paupériser encore plus. Récit au Malawi. Tous les hommes de l'ancienne génération ont un jour ou l'autre travaillé dans les mines de cuivre de l'ancienne Rhodésie du Nord, aujourd'hui Zambie, ou dans les mines de charbon ou d'or d'Afrique du Sud. Leur travail était dur et asservissant, mais leur univers était moins cloisonné. Ils avaient l'espoir de la libération, ils voyageaient. Aujourd'hui, c'est impossible à la nouvelle génération, qui est libre mais aliénée par sa pauvreté et qui n'a plus d'espoir. Tous ces petits vieux nous montrent fièrement des photos d'eux à Durban et au Cap, tirés à 4 épingles, en costume 3 pièces rayé et chapeau rond, souliers vernis, impeccables et dignes. Que s'est-il passé ces 20 dernières années pour qu'ils deviennent pauvres à ce point?
Alors c'est une bonne question parce qu'effectivement l'Afrique est en train de s'enfoncer dans la pauvreté, en tout cas dans certaines zones. On nous dit qu'elle décolle. Depuis quelques années, effectivement, il y a quelques endroits où il se passe des choses intéressantes, mais enfin globalement, tous ceux qui connaissent bien l'Afrique, en tout cas, disent la même chose. Dans de la vaste portion du continent, les conditions de vie se sont dégradées par rapport à ce qu'elles étaient dans les années 60-70. Qu'est-ce qui a pu causer cette tragédie africaine? Alors c'est une question très complexe, et il est clair que c'est pas parce qu'on a lu quelques livres sur l'Afrique et un récit de voyage en Afrique qu'on peut vraiment répondre à cette question-là. Donc il soit bien entendu que ce que je vais expliquer maintenant n'enlève rien au fait que c'est un continent immense, que c'est extrêmement complexe, que la conclusion que j'ai tirée d'Africa Trek, c'est simplement une hypothèse de travail. En aucun cas, je ne prétends être un spécialiste de l'Afrique, bien entendu. Alors, les situations, en fait, en Afrique dépendent beaucoup du pays, de la région. Il y a pauvreté et pauvreté, déjà, si vous voulez. Ce qui frappe, par exemple, le couple Poussin lorsqu'ils franchissent la frontière du Mozambique, après avoir traversé le Zimbabwe, c'est que, clairement, ils passent d'un certain niveau de pauvreté à un autre niveau de pauvreté, une pauvreté sensiblement plus dure. Je cite. « Fini les hameaux propres, ici s'alignent le long de l'autoroute des cases de branchages tordus, ajourés, supportant des toits d'herbe hirsutes, rapiécés de bâches humanitaires ou de tôles. Ils n'ont pas la technique de la brique traditionnelle, ils ont trop faim pour se soucier de l'esthétique. Ici, pas d'école, pas de dispensaire, des haillons, de la survie, de la misère. » Alors, qu'est-ce qui explique l'état du Mozambique? Eh bien, c'est que lorsque le couple Poussin le visite, le pays sort de 15 ans de guerre de libération, suivi de 15 ans de guerre civile, et tout ça a ramené pratiquement toute la population rurale du pays à l'âge de pierre. Donc, il ne faut pas considérer que toute cette Afrique noire est au même niveau. C'est-à-dire que quand les Poussins visitent le Zimbabwe ou même le Kenya, ils n'ont pas la même sensation que ce qu'ils ont quand ils visitent ce Mozambique dévasté par la guerre. Il y a des caractères nationaux en Afrique. Il n'y a pas que des caractères tribaux. Les Poussins remarquent par exemple que en Tanzanie, il y a une fierté particulière d'être tanzanien. Au Zimbabwe, disent-ils, ce qui a prédominé à leurs yeux, c'était la tristesse. Au Malawi, c'était l'impuissance. En Tanzanie, il y a une forme de dignité des gens et ça les pousse à aller plus de l'avant. Par exemple, en Tanzanie, je cite, « Pour la première fois en Afrique, le modèle des fermes de subsistance nous semble dégager suffisamment de profit pour faire vivre des familles. » Outre les différences nationales, il y a aussi des différences entre des types de peuples en Afrique. Tanzanie, c'est là que les Poussins vont passer d'un monde, celui des agriculteurs, à un autre monde, celui des éleveurs. Visiblement, en Afrique, il y a deux types de peuples assez différents quand même si évidemment ils ont des points communs. Et en passant dans le monde des éleveurs, en fait, les Poussins ont tendance à rentrer dans un monde qui est plus proche de ses racines, où les densités de population ont beaucoup moins explosé, et où on peut plus observer des sociétés africaines qui fonctionnent réellement encore à l'ancienne. Un autre problème, certainement, pour un Européen qui essaye de comprendre l'Afrique, c'est la distance qui s'est creusée entre l'expérience existentielle des Africains et l'expérience existentielle des Européens. Une des choses très émouvantes, en fait, dans Africa Trek, c'est la rencontre avec des gens qui ont des vies, je dirais,
inimaginable pour nous autres Européens. Au fil de leur parcours, au Malawi, le couple Poussin rencontre une dame, Elif Chitsania, je suis pas sûr de bien prononcer évidemment, qui raconte sa vie. Alors, elle coupe des troncs dans la forêt, elle fait un feu avec, qu'elle recouvre de terre, et elle monte ensuite sur un plateau où il n'y a pas de bois avec sa production précédente, soit un sac d'environ 20 kilos qu'elle vend 3 €. Puis le lendemain, elle revient, un nouveau tas de charbon de bois est prêt, comme ça, et elle recommence. Et dans la semaine, elle arrive à faire 4 sacs et 4 allers-retours, et elle vit donc, le calcul est vite fait, avec 12 € par semaine, en fabriquant du charbon de bois et en marchant des kilomètres et des kilomètres avec un sac de 20 kilos sur le dos. C'est quand on lit ce genre de récit qu'on réalise à quel point la vie d'un Africain dans certains pays peut être quelque chose qui, pour nous, Européens, paraît complètement incompréhensible. Et c'est pour ça que je me suis fait agonir d'insultes, naturellement, mais quand j'ai dit que dans beaucoup de pays, l'idée que les gens en Europe puissent se sentir pauvres parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule, par exemple, mais c'est incompréhensible pour eux. Ce qui est extraordinaire, si vous voulez, quand on lit ça, c'est de se rendre compte de l'hétérogénéité des expériences humaines vécues sur le plan économique aujourd'hui dans le monde. Il y a quelques années, j'avais mis la main sur un document très intéressant qui était une évaluation des produits intérieurs bruts par habitant au XVIIIe siècle, sur la base tout simplement des modes de vie des gens, en valorisant ce qu'on pense qu'ils consommaient à l'époque. Et en gros, ça montrait qu'entre le pays le plus riche, qui était probablement à l'époque la Chine, début du XVIIIe, et le pays le plus pauvre, qui était effectivement déjà probablement l'Afrique centrale, la zone la plus pauvre, il y avait peut-être un rapport de 1 à 2 ou de 1 à 3 en termes de niveau de vie. Mais aujourd'hui, c'est un rapport de 1 à 100 ou de 1 à 200. Littéralement, l'Afrique, c'est une autre humanité aujourd'hui pour nous, en fait. Cela dit, toutes ces difficultés, tout cet écart immense qui nous sépare des Africains ne doit, à mon avis, pas nous empêcher d'émettre une hypothèse. Et donc, c'est ce que je vais faire maintenant en commençant par évoquer des explications secondaires avant de remonter à la racine du problème, à mon avis. Très clairement, il y a une constante au fil d'Africa Trek, c'est que dans la plupart des pays africains qu'ils traversent, il y a un problème politique en amont du problème économique. Au Mozambique, il y a des zones Frélimo, des zones Renamo, et quand une mouvance est au pouvoir, elle va pas donner d'argent aux zones qui sont favorables à l'autre mouvance. Au Malawi ou au Kenya, quand vous êtes dans l'ethnie du président, là vous bénéficiez des retombées de l'aide internationale, mais c'est pas utilisé pour des investissements productifs, et si vous n'êtes pas dans cette ethnie, voire dans ce clan, vous ne touchez rien. Donc en fait, si vous voulez, avant d'amorcer une véritable mécanique de développement en Afrique, la première question probablement, elle est politique. Discussion à Lesotho avec un Sud-Africain qui travaille dans le pays. Après une revue du désastre politique africain dans lequel il a pataugé si longtemps, ce Sud-Africain confie. Un chef Basotho m'a résumé un soir autour de 3 litres de Mkompoti la notion de pouvoir sur ce continent. Quand des éléphants se battent dans la brousse, ils font du bruit, barillent, s'arrachent des arbres tout autour d'eux, piétinent l'herbe qui les nourrit, mais ne s'entretuent jamais. Derrière eux ne reste que la poussière. Autre explication après le désastre politique, autre explication secondaire qui vient tout de suite à l'esprit, la démographie en elle-même. Alors bien sûr, mais je ne m'y attarderai pas tellement c'est évident, une chose qui frappe le couple Poussin quand il traverse l'Afrique, c'est l'omniprésence des enfants. Alexandre Poussin a cette formule, évidemment que l'Afrique progresse, mais beaucoup moins vite que ses besoins, tout est là. Il faut se rendre compte que la pauvreté se multiplie plus vite que la richesse.
En marchant, ça n'est pas une démonstration scientifique, argumentée d'outils statistiques et d'indicateurs, c'est juste une évidence, surgie comme ça, d'un champ de maïs envahi d'enfants de retour de l'école, épluchant avidement et inquiets des épis encore verts. Donc d'accord, les problèmes politiques, une démographie suicidaire, on est d'accord. Mais il y a une cause plus fondamentale, plus profonde. Et cette cause, elle est à rechercher dans les Africains eux-mêmes, dans leur mode de fonctionnement individuel et collectif. Un fermier blanc témoigne en Afrique du Sud. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée l'année dernière. Depuis la fin de l'apartheid, nous avons eu le droit d'aller à nouveau dans les Bantoustans, notamment le Transkei, même si c'est dangereux. C'est une terre agricole très riche qui était très prospère avant d'avoir été attribuée aux Xhosas. Et pourtant rien n'en sort aujourd'hui encore. Il y a 2 ans, notre syndicat de fermiers y est retourné bénévolement afin de proposer des conseils et des techniques aux fermiers locaux. Nous avons été reçus comme des sauveurs, ils n'avaient jamais vu le moindre représentant du ministère de l'Agriculture. Nous avons mis ensemble un projet au point, nous leur avons donné gratuitement de l'engrais pour 1 an, nous avons ensemencé en leur apprenant comment procéder, et on s'est entendu sur le fait qu'en cas de bons résultats, l'année suivante, ils nous achèteraient de l'engrais avec une petite partie du fruit de leur récolte. Tout s'est bien passé. Est arrivé le temps des moissons, la récolte a été mirifique. Nous avons fêté ça comme ils savent si bien le faire. L'année d'après, nous avons attendu, la commande d'engrais ne venait pas. Inquiets, nous sommes allés les voir. Et nous leur avons demandé ce qui n'allait pas, s'ils n'étaient pas contents. Savez-vous ce qu'ils nous ont répondu? Aussi très contents, mais la récolte était si importante qu'on n'a pas tout écoulé, il nous en reste pour cette année, pas besoin de planter. Définition de la mentalité africaine, en tout cas dans l'Afrique subsaharienne, par Alexandre Poussin. Il est en Afrique du Sud, au Natal, au contact avec les Zoulous. Nous découvrons à leur contact une des forces de l'Afrique, vivre le moment présent comme si c'était le dernier, dans une joie simple, sans stress ni mauvaise humeur, sans tirer le fardeau d'un pénible passé, sans redouter le lendemain. C'est effectivement la sensation qu'on retire de la longue suite de rencontres qu'ils ont fait. Les Africains vivent le moment présent, en fait. Alors, d'une certaine façon, c'est très sympa, mais en même temps, pas du tout. Parce qu'une société où tout le monde vit constamment le moment présent, c'est une société qui n'accumule pas, qui ne capitalise pas sur son expérience. Et ce que ça implique, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est une forme de retard culturel. Alors, ce retard culturel africain, il est quand même quelquefois très impressionnant. Par exemple, au Lesotho, récit. Dans un village de huttes rondes où nous nous sommes abrités d'un orage de grêle, on nous demande où nous allons. Je leur décris et leur mime le futur chemin qui grimpe au col, redescend vers la rivière, passe un escarpement et tombe sur un village. Ils sont sciés. Tu es déjà venu? Non. Alors comment connais-tu le paysage si tu ne l'as jamais vu? Et puis comment peux-tu lire l'avenir sur ce papier chiffonné? C'est-à-dire la carte. Donc, je continue. Ils découvrent avec stupéfaction les secrets cabalistiques de la cartographie. Sur une pâle photocopie, je leur montre une rivière, une courbe de niveau, un sommet, un village, un talweg. Mais toutes ces lignes noires ont au fait de se confondre, et je reste à leurs yeux un marabout blanc au pouvoir divinatoire aussi puissant que la lecture de l'avenir dans les tripes de poulet. Là, on touche vraiment au phénomène décrit par Marshall McLuhan dans La Galaxie Gutenberg, c'est-à-dire l'opposition entre l'homme visuel typographique et l'homme de l'oralité des sociétés d'avant la révolution visuelle typographique. L'idée de cartographier au sens occidental du terme n'est presque pas compréhensible pour des gens inscrits dans ces sociétés traditionnelles. Dès qu'ils sortent de l'Afrique du Sud, organisée par, et en fait largement au départ pour les Blancs, les Poussins sont frappés du changement de paysage.
Leur premier contact avec l'Afrique véritablement totalement africaine, sur le plan civilisationnel, c'est lorsqu'ils attaquent les escarpements du Lesotho. Et voilà ce qu'ils disent. L'Afrique. D'un coup, tout a changé. Plus de propriété privée, plus de barbelés, des pâtures ouvertes, surpâturées, des ravins ravinés, plus d'arbres, plus de champs, plus de panneaux. Une nature sauvage. En fait, c'est une chose dont on prend conscience quand on lit leurs récits. Chez nous, quand on ne connaît pas ce continent, on ne se rend pas compte de ce que c'est. En fait, c'est un continent qui est encore très largement à l'état naturel. La nature n'a pas été domptée, encagée comme chez nous. Par exemple, un des grands problèmes que vont avoir les poussins au fil de leur marche, ce sont les lions. Quand vous marchez à pied le long des routes dans certains pays en Afrique, votre problème, ce sont tout simplement les lions ou les hippopotames. Et quand vous vous baignez, il y a les crocodiles. La nature est, en quelque sorte, donnée telle qu'elle à l'Africain, et il ne l'a pas domptée. Alors ça a une conséquence à laquelle il faut penser tout de suite, c'est que quand vous êtes peu nombreux, très peu nombreux, comme le sont par exemple les Maasai sur leur terre, c'est merveilleux. Vous êtes dans le monde primordial d'avant la chute, d'une certaine façon, en contact avec la nature. Mais quand votre nombre augmente, vous ne pouvez plus tenir des densités de population importantes sans encager la nature, sans la mettre en coupe réglée. Vous êtes bien obligé de l'arraisonner, parce que vous en avez besoin. Et tous ces gens-là, tous ces Africains, qui vivent depuis des siècles dans ces sociétés de basse densité de population, avec une nature, j'ai envie de dire encore naturelle. Ils n'en ont pas l'habitude. Zimbabwe, le directeur d'une école d'agriculture, donne son point de vue sur la situation. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on arrive du Moyen-Âge, et qu'on a découvert le monde moderne d'un seul coup. Je trouve qu'on s'en tire pas si mal. Les Aztèques ou les Incas n'ont pas résisté au même choc. Je suis fier, même s'il reste beaucoup à faire, qu'en un demi-siècle, on ait rattrapé notre retard. C'est grâce à l'éducation qu'on a reçue des missionnaires, ils nous aimaient comme leurs propres fils. Discussion avec un politicien sud-africain. Nous venons de faire passer une loi interdisant l'écobuage systématique qui recouvre chaque année le pays d'un nuage jaune irrespirable. Culture sur brûlis. Ce qui était possible à l'échelle tribale ne l'est plus à l'échelle continentale. Chaque année, c'est toute l'Afrique qui flambe. C'est une catastrophe écologique qui aggrave l'effet de serre. Il y a de bien meilleures façons d'amender le sol qu'avec les brûlis, et sans surcoût. Alors, facteur aggravant, ces sociétés qui n'ont pas l'habitude de fonctionner dans des économies qui arraisonnent la nature pour fonctionner avec des densités de population importantes, portent en elles, si vous voulez, des mécanismes qui vont enfermer les individus dans une rationalité limitée, inadaptée au nouveau contexte créé par l'importation de la technologie occidentale. Ce sont des mécanismes dont la plupart d'entre nous n'avons pas conscience la plupart du temps, mais c'est un phénomène qui nous concerne tous. En réalité, quand nous prenons des décisions qui nous paraissent rationnelles, nous agissons toujours à l'intérieur de ce que les sociologues appellent une rationalité limitée. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'on nous a appris à raisonner d'une certaine façon. Quand on a tels inputs, on en déduit tels outputs. Et on a une boîte noire au milieu qui transforme les inputs en outputs et on ne réfléchit pas nous-mêmes à la nature de cette boîte noire. Mais cette boîte noire, elle n'est pas totalement rationnelle parce que nous ne pouvons pas en permanence réanalyser tout notre contexte. Donc ce que nous faisons, c'est que nous utilisons des raccourcis, des passerelles facilitant le travail de transformation des inputs en outputs dans notre boîte noire. Et ces raccourcis, ces passerelles, c'est quelque chose dont nous avons hérité. Et comment se sont-ils constitués? Ils se sont constitués par une sorte de sélection naturelle des comportements. On parle de la sélection naturelle des mèmes,
par une analogie avec celle des gènes. Et cette sélection naturelle, elle s'est faite dans un certain contexte. Donc si vous voulez, quand vous avez votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père, votre arrière-arrière-grand-père, qui ont été dans un certain contexte, et dans ce contexte-là, tel input, si vous sortiez tel output, ça vous donnait le bon comportement, ben vous faites la même chose. Sauf que si le contexte a changé, en fait, vous êtes à côté de la plaque. Mais enfermé dans une rationalité limitée, vous ne vous rendez pas compte que votre comportement est irrationnel. Discussion avec un Africain qui a pris des initiatives et qui commence à s'en sortir. Près de la frontière tanzanienne au Malawi. Je cite. « C'est le problème de l'Afrique, la jalousie. Dès qu'il y en a un qui sort la tête, il se fait aligner. Moi ici, je suis en permanence victime de sabotage. Je n'arrive pas à me faire respecter de mes ouvriers agricoles. Ils viennent quand bon leur semble, quand ils ont fini leur lopin. Par exemple, j'ai eu un problème à régler cette semaine. Il s'agissait de faire entrer de l'eau dans ma plantation par un canal de dérivation. Ils ont vu un vieux qui avait tout bouché pour faire entrer des poissons dans ses nasses. Ils sont revenus terrifiés parce que le vieux les avait menacés de leur jeter des sorts s'ils s'approchaient. Et je n'ai toujours pas d'eau dans ma plantation. Conclusion, le succès d'un individu est interdit. Il n'a pas le droit de réussir. En Afrique, où tout le monde réussit, ou personne. En fait, les Africains ne sont pas vraiment solidaires au sens où nous l'entendons chez nous. Ils ont, pas partout bien sûr, encore une fois, pas tout le temps bien sûr, mais souvent et dans beaucoup d'endroits, un mode de fonctionnement social qui les paralyse et qui n'est pas de la solidarité au sens où nous l'entendons. C'est autre chose. Discussion avec un ingénieur du groupe Marion Roberts en mission au Malawi. On dit toujours que nos sociétés européennes devraient s'inspirer du fameux esprit communautaire africain. Mais c'est le groupe qui tue l'individu ici. Cet esprit communautaire de nature tribale est castrateur, conservateur, il empêche les individus de progresser, de s'extraire du lot, de penser différemment. Cet esprit n'a rien à voir avec l'esprit communautaire qu'on connaît, solidaire, constructif, collégial, capable de rassembler les hommes d'un village pour construire un pont, un barrage. Ça n'existe pas ici. C'est un paradoxe dans ces sociétés prétendument communautaires. Les individus sont totalement laissés et livrés à eux-mêmes, ils ne peuvent compter sur personne. Le tribalisme communautaire est le pire des individualismes. La famille extensive est toujours là pour te ponctionner si tu réussis, jamais pour t'aider ou alors juste pour la survie. Alors, qu'est-ce qui a pu construire cet esprit communautaire castrateur qui enferme les individus et les groupes en Afrique dans une rationalité limitée, leur interdisant le développement? Eh bien, ce qu'on comprend très bien quand on lit Africa Trek, et je crois que c'est la grande leçon du livre, c'est que ce qui a construit cet esprit aujourd'hui négatif pour l'Afrique, c'est son génie propre. Il faut bien comprendre que l'Afrique, c'est un monde où, quand on parle en tout cas de l'Afrique subsaharienne, là je parle de l'Afrique subsaharienne, soyons clairs, c'est un monde où il est finalement très facile de vivre peu nombreux parce que la nature est assez généreuse, mais assez difficile de vivre nombreux parce que, en l'absence d'hiver, rien ne tue les parasites. Pour les Africains, c'est certainement beaucoup plus facile que pour des Européens de se maintenir à un bas niveau de développement et beaucoup moins tentant, beaucoup moins intéressant de monter à un niveau de développement supérieur. La promiscuité, les densités de population élevées, dans des pays où les parasites ont naturellement tendance à proliférer, c'est pas forcément une bonne idée, si vous voulez. Par contre, dans des pays où finalement il est assez facile de vivre d'une prédation de très faible intensité sur la nature, à condition de ne pas être nombreux, c'est tout à fait jouable. Donc, ce qui semble le plus probable, c'est que tout simplement,
les sociétés africaines ont incubé des modes de fonctionnement collectif qui visent précisément à empêcher les individus d'opérer l'arraisonnement sur la nature. C'est fait exprès. Et c'est fait exprès, et effectivement, tant que les Africains n'étaient pas rentrés dans un cycle de croissance démographique, de leur point de vue, ça se comprenait très bien. Et ça, c'est une chose qu'on comprend quand on lit le passage peut-être le plus dépaysant d'Africa Trek, c'est-à-dire la traversée du territoire Maasai. Un territoire grand comme la moitié de la France, à cheval sur la frontière de la Tanzanie et du Kenya, et qui n'est pénétré par aucune route, par bien peu de pistes, d'écoles, de dispensaires. La police et la justice ne s'aventurent pas dans les terres Maasai. Pour tous les Tanzaniens, c'est une terra incognita. Et là, on peut voir fonctionner une société africaine traditionnelle à peu près préservée, en tout cas au début du XXIe siècle. Une chose va tout de suite frapper le couple Poussin quand il va traverser ces territoires. Je cite, « Ici, autour de nous, vactent et batifolles, gazelles de Thomson, gazelles de Grant, zèbres et antilopes. Ces animaux ont appris à ne pas craindre les hommes. Depuis des siècles, les Maasai vivent en harmonie avec eux. La chasse leur est formellement interdite. C'est un de leurs tabous suprêmes. Chaque crime commis contre la nature est sanctionné car ils redoutent par-dessus tout la vengeance des éléments. Un Maasai qui mangerait de la chair sauvage serait aussitôt exclu ou éliminé, et sa famille couverte de honte sur plusieurs générations. » Alors, c'est là qu'on va trouver les origines de la rationalité limitée qui, aujourd'hui encore, se manifeste dans des comportements africains qui nous paraissent complètement absurdes par rapport aux conditions nouvelles créées par l'importation de la technologie occidentale. Je cite, « Dans la culture Maasai, nous considérons que nous n'avons pas le droit d'arrêter l'eau, ni de nous l'approprier, elle n'appartient qu'à une divinité. Sinon, elle créerait des jalousies. En plus, l'eau qui dort est pleine de maladies, pas celle qui court. Il n'y a personne ici, car les gens n'ont jamais le droit de s'installer à moins de 3 kilomètres d'une source pour que tous les villages y aient un accès égal. » Donc vous voyez, cette conception du fonctionnement social qui impose de ne pas s'approprier, de ne pas chercher à monter par le travail, par la production, plus haut que ses frères, elle prend son origine dans un rapport à la nature qui est fondamentalement un rapport animiste. Pour les Africains encore africains, la nature a une âme. Toute chose dans la nature a une âme. Et cette conception du monde, qui a fondé pendant probablement des dizaines de milliers d'années la stabilité de ces sociétés qui refusaient l'entrée dans l'histoire, continue en profondeur à structurer la rationalité limitée des acteurs. Nous marchons au paradis de l'harmonie entre les hommes et la nature. Ici, chez les Maasai, le pacte n'a pas été rompu. L'homme n'a pas mis le feu à la brousse. Il n'a pas été chassé du paradis par le péché originel, n'a pas goûté aux fruits défendus, n'a pas dérobé le feu prométhéen, n'est pas devenu maître et possesseur de la nature, n'a jamais dit « cette terre m'appartient ». Il n'a pas répondu à cet appel croissé et multiplié. La société Maasai est foncièrement équilibrée, elle n'a pas d'impact sur l'écosystème. Voilà, je crois qu'avec cette première vidéo, on a déjà tiré les 2 premières conclusions importantes d'Africa Trek. Vous pouvez remiser votre blabla politiquement correct sur les blancs, les noirs, le racisme, blablabla, au vestiaire. En fait, ça ne sert absolument à rien pour comprendre la réalité de ce qui se passe en Afrique. Et deuxièmement,
Le vrai problème de l'Afrique, c'est les Africains. C'est les Africains. S'ils n'arrivent pas à décoller, c'est de leur faute. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est de leur faute sans être de leur faute. C'est-à-dire que il n'y a aucune supériorité fondamentale dans le mode de pensée qui a rendu possible l'arraisonnement de la nature dans les sociétés du Nord développées. Quel est le monde le plus beau? Quel est le monde le plus durable? Est-ce que c'est celui des Occidentaux qui pillent la planète, qui l'éventrent? Ou est-ce que c'est le monde des Maasai qui respectent l'environnement, qui ont conscience du fait qu'ils ne sont qu'une espèce parmi d'autres? Ben ça se discute, ça se discute même fortement. Donc, et c'est un peu la conclusion de la conclusion, aucun mépris pour ces Africains qui n'arrivent pas à se développer. Ils n'arrivent pas à se développer parce que peut-être d'une certaine façon ils sont plus sages que nous. Par contre, effectivement, il y a un vrai problème. Les Maasai ne posent pas de problème, parce que eux, ils contrôlent leur démographie. C'est une des rares populations africaines qui n'a pas connu l'explosion démographique. Le reste de l'Afrique, l'Afrique des agriculteurs en particulier, a connu cette explosion démographique. Et là, c'est plus possible de fonctionner comme des Maasai quand t'es 100 fois plus nombreux que les Maasai. Donc le paradoxe de cette folie africaine, c'est qu'elle résulte en fait de l'application de fragments d'une très ancienne sagesse dans un contexte rendu fou. C'est la conclusion que j'ai tirée de la lecture d'Africa Trek. Alors, il n'y a pas que cette conclusion-là, c'est pour ça que je ferai une petite vidéo bonus, en prime de celle-ci, qui va venir dans quelques jours, où on parlera alors de problématiques plus locales, plus spécifiques. On regardera l'état de l'Afrique du Sud tel que le couple Poussin l'a vu au début du XXIe siècle, c'est gratiné, je vous préviens. On parlera de l'Éthiopie, un pays que les Poussins décrivent comme hallucinant. On parlera du Zimbabwe et de la politique de Robert Mugabe. On parlera de l'Égypte, un pays atteint de paranoïa aiguë. Et puis on regardera quelques thématiques spécifiques. On parlera de la sexualité en Afrique, attendez-vous à l'inattendu. On parlera de la religion en Afrique, enfin des religions dans les Afriques, parce que c'est compliqué. Et puis pour finir, je vous proposerai un petit best-of des anecdotes les plus hallucinantes d'Africa Trek. Un bouquin en tout cas qui vaut la peine d'être lu et je vous le recommande chaleureusement. Par exemple pour cet été, si vous allez sur les plages et que vous voulez lire quelque chose d'épatant, c'est très long, c'est un pavé, il y a 2 tomes énormes, mais franchement c'est dépaysement garanti. Et en attendant, je vous dis à bientôt.